Alors bonjour, bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Donc bonjour Harold. Donc je me présente Guylaine Jeanne, j'ai 45 ans, mère de 2 enfants. Je suis aujourd'hui fonctionnaire territorial et responsable effectivement de recouvrement. Très bien. Alors j'aimerais qu'on parle de votre cheminement de vie avant d'en venir réellement à la question politique, puisque vous êtes candidate pour ces élections municipales de mars 2026. Alors donc, la grande question, qui est Guylaine Jeanne, née au Gosier? Née au Gosier, effectivement, née à Pliane, au Gosier, grandie à Margaillard. Mon cheminement de vie, j'ai fait effectivement des études de commerce international. Ici en Euh, Guadeloupe? j'ai commencé en Guadeloupe, ensuite forgé aux États-Unis pendant 1 année et demie. Parti en France hexagonale, effectivement, pour continuer ses études de commerce international et revenu en Guadeloupe par la suite. Alors, j'ai travaillé très peu de temps dans le commerce international et passé, très très rapidement dans un autre cheminement, celui du fonctionnariat, de la fonction publique. Au début, dans un service aux aéroports départementaux et aujourd'hui, dans du recouvrement pur, hein, en tant que responsable d'une cellule de recouvrement. Qu'est-ce qui a fait effectivement que vous avez changé de trajectoire? Bah, ce sont les. Vous savez, bon, la réalité effectivement de l'emploi en Guadeloupe, c'était compliqué, j'ai envie de dire saturé dans l'import-export. L'import-export que j'ai connu effectivement en France hexagonale, mais j'ai eu cette volonté, comme je le dis, même à mon fils, c'est-à-dire tu te formes, tu te performes là-bas, mais tu viens reconstruire ton pays. C'est exactement ce que j'ai voulu faire, sauf que effectivement. C'était très compliqué de rentrer dans l'import-export sur le territoire guadeloupéen. Et en tout cas, je n'ai pas trouvé tout de suite. Et c'est dans ce cadre-là que je suis rentrée dans le fonctionnariat. Hmm. Donc finalement, vous auriez pu être plus chef d'entreprise qu'autre chose. J'aurais pu, j'aurais pu. Mais voilà, la vie a permis autre chose et a permis effectivement que je rentre au conseil départemental, je le dis. Et ce qui est intéressant au conseil départemental, c'est qu'il y a une multiplication de métiers. Hein. Et j'ai fait effectivement j'étais aux aéroports départementaux, comme je l'ai dit. Et ensuite, bien entendu, aujourd'hui, je suis responsable d'une cellule de recouvrement. Très bien. Donc les chiffres, concrètement, ça vous connaît. Oui, je préfère les chiffres. Ah, vous préférez les chiffres à Toujours, quoi? toujours. Vous préférez les chiffres à quoi? Ben, je préfère les chiffres, effectivement, peut-être aux lettres, par exemple. Hein, pour moi, c'est beaucoup plus concret, tout simplement. Donc, j'aime les chiffres et les chiffres me parlent directement. Voilà. Alors, pourtant, les chiffres, c'est plus ça va être du langage codé qu'autre chose, hein. Pas forcément. Pas forcément. En tout cas, pas dans ce que je fais actuellement. Les chiffres sont très clairs et c'est relativement factuel. Donc vous êtes pointu en termes de finances. Oui, et il faut l'être. Lorsqu'on parle de recouvrement, lorsqu'on parle de dette vis-à-vis de la population, forcément, il faut être pointu, il faut être responsable, il faut de la rigueur. Et c'est effectivement ce qui est nécessaire lorsqu'on a un poste comme le mien. Alors on sait souvent que les cordonniers peuvent être mal chaussés, n'est-ce pas? Quel est votre rapport vis-à-vis justement de la dette, du crédit, des choses comme ça? Personnellement, voilà, bon. Alors, de manière générale, effectivement, si on parle de ma situation personnelle, j'essaie de faire en tout temps attention, et c'est quelque chose que j'inculque même à mon fils, qui aujourd'hui 25 ans et chez lui, et en responsabilité, je lui dis effectivement que de manière générale, toujours faire attention à la question des crédits, ça c'est une première chose, mais aussi essayer en tout temps d'épargner pour pouvoir effectivement avancer convenablement et en tout cas avec rigueur dans la gestion financière. C'est quelque chose qui vous est propre, ce type de gestion, ou bien c'est quelque chose qu'on vous a inculqué? C'est dans mon éducation. Et là, je me rappelle un mot de mon père et même de ma mère, et sur quelque chose de singulier. Quand tu pars de chez toi, ou en tout cas quand tu rentres dans ton chez-toi, il y a une chose, puisque j'ai commencé effectivement par de la location, premier butin pour payer à Casa, c'est un loyer. Après le reste, effectivement, c'est du superflu, on dira, mais tu dois respecter cela, respecter une certaine gestion, ne pas être endetté, tout simplement. Et donc voilà, c'est véritablement cette rigueur-là que j'ai eue depuis mon enfance.
Comment qualifieriez-vous l'influence que vos parents ont eue sur vous? Mon éducation, Mhm. c'est ma centralité. Je veux dire, c'est ma colonne vertébrale. Euh, j'ai des petites anecdotes où, on en tant que jeune, hein, on a toujours eu, on a tous eu, j'ai envie de dire, euh, des petits écarts Mhm. qu'on a voulu faire, mais ne serait-ce qu'en pensant à mes parents, à mon père, on reprend tout de suite le droit chemin. Et en réalité, oui, cette éducation-là, cette éducation de rigueur, de respect, de respect. La question du respect, le cas du porter non au moins balance, ça c'est important. Et ce que j'ai d'ailleurs inculqué à mon fils, attention à tout ça au café, prendre responsabilité à tout ça au café. Et donc c'est véritablement dans cette rigueur-là que j'ai grandi. Et y a un mot qui est important. Ma mère me disait, ça fait un monde qui a menti, ça c'est pas possible. Et l'irrespect. Quand tu rentres quelque part, le respect des grands, ça c'est quelque chose qui est ancré chez moi. Et d'ailleurs, j'ai été même éduquée, bien entendu avec mes parents, mais avec l'association, la vie associative qui est mon ancrage. Qui est mon ancrage. J'ai grandi avec l'association Madiana à Margaillard, qui est véritablement mon ancrage avec des personnes qui étaient ben, tes parents. Tes parents, tout le monde est qu'à veiller sur, en réalité. Et tout le monde est en responsabilité, t'es corrigé en soi. Donc, c'est vraiment dans cela que j'ai grandi, cette rigueur-là, ce respect des autres. Et, euh, et c'est ce que, en quelque part, on perd aujourd'hui, ce qui est dommage. Voilà. Alors, comme vous le dites, vous portez un nom de famille bien du gosier, la famille Jeanne. Il y a certaines personnalités qu'on connaît bien, dont Max Jeanne, la fameuse supérette, hein, Oui, il est dit. que tout le monde connaît, n'est-ce pas? Max Jeanne, Oui. gros bosseur cet homme. On a vu travailler toute sa vie. Ça aussi, ça fait partie de vos sources d'inspiration? Toujours bosser, bosser, bosser? Oui, alors, je le confirme. Alors, ma source d'inspiration, pardon, c'est effectivement bon, la famille Jeanne, ça on le sait. Hein, et la famille Jeanne, c'est une grosse famille de Saint-Félix, bien entendu, mais aussi de, de d'ailleurs l'église. Mais bosser, effectivement, mon inspiration vient de ma mère, il faut le dire. Ma mère a toujours été une femme, dès son plus jeune âge, qui a perdu sa mère d'ailleurs très très jeune, qui a eu cette volonté de récupérer ses frères et sœurs, et qui a bossé très jeune, très très jeune, et que j'ai connue effectivement à la fois en tant que dans sa vie professionnelle, elle était institutrice, directrice d'école, etc., mais aussi dans sa vie politique. 40 ans dans une logique de travail, et qui se repose il y a à peine 5 ans, j'ai envie de dire. C'est véritablement ça ma source d'inspiration. Ma mère, et bien entendu, de manière plus globale, je le dis, hein, la vie associative, et voilà, c'est ça ma source d'inspiration. Mais ma mère est au centre, je le dis, de mon éducation de droiture, ma mère et mon père. Et le travail, c'est ma mère que j'ai vue effectivement se réveiller tous les matins et faire de son mieux pour éduquer ses 3 enfants. Voilà. Pour en faire un se fâcher. Lequel des deux vous préférez? Maman ou papa? Alors, c'est une belle question parce que ça a toujours été même une. Alors, c'est même pas une question de ma mère, c'est presque une certitude de ma mère qui se disait vraiment, il préférait papa. Est-ce que vous confirmez aujourd'hui? Parce que, en fait, j'ai la rigueur de ma mère et la sensibilité de mon père. Voilà. Mon père est quelqu'un de très. Mon père est quelqu'un de très sensible, quelqu'un de rigueur certes, mais quelqu'un de très aimant, vraiment. Et puis bon, vous connaissez la logique des filles avec leur père, c'est un petit peu ça, je pense. Mais j'étais beaucoup, beaucoup plus accrochée à mon père qu'à ma mère. Mais j'ai gardé la rigueur de ma mère, voilà. Pourquoi ce choix-là? Pour devenir un peu plus comme elle? Ben, parce qu'elle était au centre de la relation. Ma mère, je l'ai dit, c'est une bosseuse. Elle a été au centre. Alors, on a vécu... j'ai vécu 13 ans avec mes parents. 13 ans, parce que après, la réalité de vie, c'est un petit peu ça, c'est que mes parents se sont séparés. Et donc, bien entendu, après, vivre avec ma mère. Et donc, même dans le couple, c'est vrai que
la personne centrale, c'était ma mère. Je le dis, ma personne centrale, c'était ma mère. Et bien entendu, par la suite, lorsqu'on a été séparés, ça a été avec elle que j'ai vécu. Donc oui, forcément, même si de temps en temps, parce que, voilà, on a des caractères forts, mais je respecte ça. Je respecte cette capacité quand même, par rapport à son histoire de vie, d'avoir su être ce qu'elle est aujourd'hui, ce qu'elle est devenue. Et sans maman, il faut le dire, sans maman, sans père. Et elle est devenue ce qu'elle a été. Donc voilà, c'est ce respect-là que j'ai. Et avoir tout donné à ses enfants, je le dis, tout donner, bosser pour tout donner à ses enfants. Et mon père, c'était le côté plus kind, plus kind. Je ne sais pas trop quoi dire, mais c'est vraiment ça. Aujourd'hui, avec mon père, bon, c'est une relation particulière. Bah, on peut en parler, hein. On peut en parler. Qu'est-ce qu'ils pensent effectivement? Est-ce qu'eux déjà faisaient de la politique? Ma mère a toujours fait ma mère a fait de la politique depuis l'époque Hélène. Ah oui. Depuis l'époque Hélène. Elle a été conseillère municipale sous Hélène, elle a été adjointe sous Gillot, Jacques Gillot, adjointe sous Dupont. Après, elle est partie en campagne en 2014 sous son propre nom. Et entre-temps, elle était vice-présidente du conseil régional et conseillère départementale. Ça, c'est le parcours de ma mère. Première adjointe sous Dupont également. Ça, c'est le parcours de ma mère. Mon père, non. Mon père n'a jamais été en politique. C'était pas son truc. Non, mon père a été un grand footballeur, par contre. Connu de Guadeloupe. Jeanne Raymond, c'est quelqu'un de connu qui a fait les beaux jours du CSM et qui est revenu après sur le gosier, mais a commencé, me semble-t-il, à la S Table, si je ne fais pas d'erreur à ce niveau-là, mais a fait des grands jours du CSM. Mon père est connu pour ça, pour cette partie sportive et étant le grand défenseur du CSM. Voilà. Donc, un compétiteur sportif c'est ça. Et une compétitrice politique. Politique. Finalement. Et moi, j'ai fait de la compétition. Je suis footballeuse, en l'occurrence, où j'ai été footballeuse en compétition. Il y a encore du niveau? Ouais, il y a quelque chose. Il faut faire attention à ce que vous dites, hein, parce que ça pourra se vérifier. Hein. Il y a encore quelque chose. Ça s'est vérifié il y a peu de temps. Hein. Lors d'une... Alors, je me prends en jeu de temps en temps et lors de la fête de l'association Madiana, on essaie de rassembler des filles, puisque j'ai commencé au foot au niveau de la S Madiana, avec quelqu'un qu'on appelle... alors, il ne faut pas dire sinon, c'est peut-être que Colette, tout le macaque qu'on l'appelle. C'est Jeannot Olivier. C'est affectueux. C'est affectueux, il le sait, c'est affectueux. Et comme ça, il a eu cette volonté de rassembler les filles de Margaillard pour pouvoir faire du foot pour la fête de l'association. Et certains s'en est pris au jeu, et notamment moi. Et, mais on est en quelle année à ce moment-là? On est en 96. On est en 1996. Parce que la démocratisation du football féminin, bon, c'est il y a quelques années à peine. Hein. Oui, il y a quelques années à peine, mais on avait de clubs, notamment le club de Moreau, qui a commencé bien en amont des années 96. D'accord. Le club de Moreau, qui était un gros club de foot. Hein, ils sont précurseurs, un gros club de foot du Gosier. De Guadeloupe, il était une fois d'ailleurs. Et donc j'ai commencé en 96, voilà, for fun, on dira. Et prise au jeu, après, on est venu nous chercher, peut-être Petit-Bourg est venu nous chercher. Donc j'ai commencé effectivement de la compétition à Petit-Bourg. Ensuite, aux Abîmes, j'ai fait de la compétition aux Abîmes avec, FC 4 Chemins, Abîmes. Une belle expérience également. J'ai arrêté pendant environ 10 ans, 2012. J'ai recommencé à Basse-Terre, avec la Gauloise de Basse-Terre en 2017, 2016-2017. 2016-2017, oui. J'ai fait peut-être 3 ans. Et je suis revenue à Moreau. Et j'ai fini à Moreau, effectivement, le foot.
Et en 2019, je crois que j'ai arrêté un petit peu avant les élections municipales de 2020. C'est tout récent, en fait. C'est tout récent. C'est pour ça que je dis qu'il y a un reste. D'accord, d'accord. Ah ben on voudra vous voir à l'œuvre. Donc, c'est ça, c'est toute la partie sportive du côté papa et la partie politique, effectivement, du côté maman. Donc vous êtes une compétitrice, en fait, Oui. concrètement. Oui, effectivement. Mais pourquoi ce choix? Il y a les influences, effectivement. Il y a l'influence, effectivement, du cadre familial, de ses deux parents, notamment de votre maman. Mais pourquoi vous faites ce choix, finalement, d'embrayer une carrière politique? Parce que je crois que fondamentalement, chacun... Alors, je crois que, on le dit, hein, au regard de la situation, à un moment donné, il ne suffit pas simplement de s'asseoir et de se dire qu'il y a péril dans la demeure, mais il faut s'engager. Je suis, je l'ai dit, issue d'une famille engagée de manière générale, sportivement, politiquement, mais, et même associativement. Et j'ai appris l'engagement fondamentalement au sein de l'association. Et au Gosier, en 2020, il s'est fait un basculement. Bien entendu, il y avait des ténors, hein, des personnes respectées du Gosier, moi, que je respecte encore parce que ils ont porté le Gosier. Et il y avait un basculement et on s'est dit, fondamentalement, avec des hommes et des femmes engagés, qu'il serait intéressant de porter la voix qu'on souhaite porter, celle de la responsabilité. Et c'est dans ce sens que certaines personnes sont venues vers moi en disant, il serait temps, peut-être, qu'on puisse dire véritablement quelle logique on veut défendre au niveau du Gosier. Et je le dis, il s'agit pour nous, jeunes, politiques, de porter la voix de ce qu'on voudrait du Gosier de demain. Parce que c'est nous qui verrons le Gosier de demain, par ailleurs. Donc, c'est dans cette logique-là que nous avons pris cette décision en 2020 d'aller en politique, même si j'ai effleuré la chose politique, véritablement effleuré comme un accompagnement, à la fois en 2014, hein, sur une liste municipale et communautaire, mais aussi en 2017 en tant que députée suppléante de Justine Bénin. Mais je dis effleuré parce que je n'étais pas encore alignée, j'ai envie de dire, avec la chose politique. C'est véritablement avec un regard un peu plus... poussé, un peu plus enraciné aussi hein, dans ce que je crois fondamentalement, et avec cette volonté de dire que il faut que le Gosier se perpétue dans ce qu'elle dans ce qu'elle est, en tout cas troisième ville phare du Gosier, que j'ai entamé effectivement l'action politique avec le renouveau en 2020. Comment, avec du recul, comment percevez-vous effectivement ce début de parcours, ces alliances effectivement pour entamer cette vie politique? Ce début de parcours. Alors, nous avons commencé, comme je l'ai dit, avec des hommes et des femmes engagés. Il y avait du travail, on a abattu un certain nombre de travail, il faut le dire, et il faut être en toute honnêteté, pouvoir le dire également. Forcément, l'aura de ma mère, Madame Méry, planait. Et la question de l'héritage aussi était une question importante qu'il fallait balayer. Et cette décision d'aller aux élections... Est-ce que c'est possible, concrètement, de balayer cet héritage-là? Quand on a un nom, quand on est dans une succession... Alors, vous serez étonné de croire que je n'ai pas la même posture politique que ma mère. J'ai peut-être une rigueur qui la caractérise aussi, elle, mais je n'ai pas la même posture politique que ma mère. Je dis Madame Méry de manière générale quand je parle. Et, oui, tout à fait, il fallait... En très peu de temps, parce que la décision d'aller aux élections 2020 s'est faite très tardivement, et il fallait en très peu de temps positionner effectivement ce que je suis et quelle est la volonté ou quelle est la vision que j'ai de la chose politique. Et en très peu de temps, je le dis, hein, moins d'une année, la population m'a fait confiance parce que m'a mise en tant que siégeant au sein du conseil municipal, même si on n'est pas dans une majorité, mais j'ai siégé quand même et j'ai représenté, ils ont voulu que je représente effectivement la ligne politique que je défendais, même si c'était à l'opposition. Et pour cela, je salue cela. Et c'était ce combat-là quand même, dans une première partie, qu'il fallait faire. Aujourd'hui, forcément, parce que l'expérience politique tumultuante que j'ai eue pendant 6 ans au Gosier, a permis quand même que j'assoie un certain nombre bien entendu, de connaissances, parce que les affaires municipales, les affaires publiques, je ne la maîtrisais pas forcément en amont, même si je suis fonctionnaire territorial, et l'aspect public, c'est quelque chose qui me connaît. Mais il y a un fossé entre les fonctionnaires territoriaux et les politiques.
quand on regarde? Alors, 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 j'ai envie de dire, c'est deux faces d'une même pièce. Euh, j'ai envie de dire, l'administration travaille pour la logique politique, pour la vision politique. Et donc, quand on est dans l'administration, on est là pour, effectivement, mettre en œuvre, mettre en musique la vision du politique. Donc, il n'y a pas un si grand fossé que cela. Il n'y a pas un si grand fossé que ça. Il faut simplement que chacun reste dans son cadre, tout simplement. Mais il était, pour moi, très intéressant dans cette logique-là, celui de l'élu, celle de l'élu, pardon, dans cette logique-là, celle de l'élu, qui a une vision politique, tout simplement, et qui aimerait que cette vision-là fasse jour dans sa communauté, sur son territoire. Alors, quelle est votre vision politique, alors, concrètement? Je l'ai dit, je suis fondamentalement pour la responsabilité guadeloupéenne. Et quand je dis je suis pour la responsabilité guadeloupéenne, je crois fondamentalement que dans une logique des élections municipales et communautaires, nous devons nous dire quel gosier voulons-nous dans quelle Guadeloupe dans demain. Et tous les champs de compétences de la collectivité municipale peuvent amener à ce qu'on puisse se dire que nous pouvons faire pour nous et par nous-mêmes. On peut prendre l'exemple de l'éducation. Qu'est-ce qu'on fait fondamentalement pour que nos enfants puissent s'élever et avoir confiance en eux? La question de l'estime de soi, c'est une question importante. Il ne s'agit pas simplement dans le cadre du péri et parascolaire, ce que domine la compétence municipale. Qu'est-ce qu'on peut faire effectivement pour que nos enfants grandissent, j'ai envie de dire, avec fierté de ce qu'ils sont? C'est une action communale qu'on devrait mettre en place. Investir dans nos enfants à travers comment nos enfants mangent, par exemple. Dans une société aujourd'hui où plus de 20% de nos enfants sont en situation d'obésité, comment on investit dans ce qu'ils mangent, c'est important. En l'occurrence, faire en sorte que nos enfants mangent beaucoup plus nos produits locaux. Et lorsqu'on dit ça, ça veut dire qu'on met toute une chaîne en amont pour qu'on puisse mettre en place une vraie agriculture sur le territoire. C'est de la responsabilité. Et ça se traduit en compétences territoriales ou en compétences municipales. Lorsqu'on parle d'économie, par exemple, c'est comment passer d'une économie, j'ai envie de dire, et je le dis de manière souvent, d'une ville à saisonnalité touristique avec une vraie filière touristique qui projette effectivement de l'employabilité sur son territoire. La question de la responsabilité est au centre. Et elle doit se tenir sur tous les champs de compétences de la collectivité. Et je le dis parce qu'il ne suffit pas de regarder, de se dire on va faire des routes, on va faire de l'éclairage public. Pour nous, en tout cas pour moi, ce n'est pas un projet politique, c'est tout simplement un devoir politique. Et en l'occurrence, ça reste des sujets qui intéressent la population. Bien sûr, le cadre de vie de la population, c'est d'intérêt. De toute façon, on ne peut pas parler de vision politique sans parler du cadre de vie. Personne ne regarderait. Mais pour vous, c'est normal, ce sont des tâches normales. Mais pour moi, c'est normal. C'est normal. Quand on est en responsabilité, c'est une tâche normale que le cadre de vie de la population, surtout pour une population qui paye des impôts, soit respecté. Et c'est ça, pour moi, l'essentiel. Maintenant, la vision politique se porte véritablement sur comment on voit notre territoire sur 10, 15, 20 ans. Alors, vous parlez justement de ce territoire, ce fameux territoire qu'est le Gosier. J'aimerais qu'on parle de votre vision, justement, de ces territoires gosiériens. On parlait de tourisme, rapidement, puisque ça semble être l'activité principale sur cette commune. Mais est-ce qu'on a des chiffres concrets sur ce que le gosier produit en termes de recettes? Est-ce qu'on peut avoir une petite... Alors, la partie économique est de la responsabilité, effectivement, de la CAR. Alors, les chiffres que je pourrais te donner, c'est celui de la taxe de séjour, qui aujourd'hui est sensiblement à 2 millions au niveau de la CAR. Donc 2 millions au niveau de la carte, donc à répartir sur les 5 territoires. Non, 2 millions relatifs à ce que le gosier contribue au titre de la taxe de séjour. La plus grosse contribution, effectivement, me semble-t-il, c'est celui de Sainte-Anne. C'est Sainte-Anne qui contribue en termes touristiques beaucoup plus que le gosier. Mais le gosier, c'est 2 millions. Et dans ces chiffres-là,
on n'a pas la production, j'ai envie de dire, économique. Lorsqu'un touriste mange chez nous, lorsqu'un touriste reste au niveau du bar ou en tout cas se divertit sur le territoire, il est vrai que je ne dispose pas de ces chiffres-là. Par contre, 2 millions, c'est la taxe de séjour, c'est ce que représente un petit peu la contribution du gosier dans la taxe de séjour de la CARL à ce jour. L'économie du gosier est basée singulièrement sur une économie de service. L'économie de service, c'est le transport, c'est la restauration, etc. C'est véritablement l'économie de service. Là où, et ensuite, la construction, me semble-t-il, à hauteur de 10%. Alors, service à hauteur de 67% de l'économie du gosier. L'économie de la construction, c'est à hauteur d'environ 10%, 13%, me semble-t-il. Et là où on pêche, au niveau du gosier, c'est au niveau de l'agriculture, j'en parlais tout à l'heure, 0,2%, me semble-t-il. Et l'industrialisation qui est à peine de 6%, me semble-t-il. Donc, il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire sur ces 2 derniers points. Valoriser, alors déjà, en termes d'agriculture, mettre, je le dis, une vraie souveraineté agricole sur le territoire. C'est valable pour la Guadeloupe, mais c'est aussi valable pour le gosier. Surtout que le gosier était, avant sa transition vers le tout-tourisme, le gosier était effectivement le grenier de la Guadeloupe en termes d'agriculture. Donc, comment dans les grands fonds, effectivement, sanctuariser du foncier pour remettre un peu, effectivement, de l'agriculture sur le territoire, c'est un projet politique qu'on doit penser pour l'économie et diversifier l'économie du territoire. Mais visiblement, c'est difficile d'établir un plus qui corresponde à tout le monde. Ça, c'est un grand travail qu'il va falloir faire. Et d'ailleurs, tout projet politique ne pourrait se faire sans la mise en place d'un plan local d'urbanisme qui ne soit pas retoqué, n'est-ce pas? Qui ne soit pas retoqué. Donc, 2 sujets véritablement à travailler. Cette question de la souveraineté locale, agricole, 0,2%. Il faudrait effectivement trouver une solution pour pouvoir sanctuariser le foncier au travers le plan local d'urbanisme, justement, sanctuariser du foncier et valoriser cette agriculture-là, et c'est là où on parle d'industrialisation, comment on le valorise, et faire remonter effectivement les chiffres de l'industrie, de l'industrie sur le territoire. Voilà, je crois, les deux sources économiques pour diversifier de la question du tourisme qu'on devrait développer sur le territoire gosérien. Agriculture et industrie. C'est ça. Principalement. Et on cherche un développement, il faudra un développement homogène. Qu'est-ce que vous pensez de... Bon, j'ai appris ça sur la dernière élection. On cherche un développement. Et homogène du territoire, sur le territoire, oui. Puisque souvent, on parle de... La campagne est oubliée. Exactement, exactement. Que le bourg, que tout est un peu centralisé sur le bourg et que finalement les quartiers de campagne sont délaissés. De votre constat, ce serait plutôt vrai ou c'est une vue de l'esprit plutôt? Alors, non, c'est du tout pas une vue de l'esprit. Et d'ailleurs, il y a des quartiers même plus oubliés que d'autres. Dans le déséquilibre déjà existant, il y a des quartiers véritablement plus oubliés que d'autres. Je parle par exemple de Moreau, je parle de Grand-Bay. Je parle de Moreau, je parle même de Beaumanoir. En fait, de manière systématique, on doit se poser la question comment la collectivité municipale s'inscrit dans le quartier. Et ça, on peut faire le constat que je dirais pas dans la majeure partie des quartiers, mais dans beaucoup de quartiers, effectivement, on ne voit pas cet ancrage-là. Et c'est un combat que je menais depuis 2014. D'ailleurs, lors de mon positionnement sur une liste municipale, on disait déjà pour un gosier équilibré et équitable. Et équilibré, effectivement, parce que la zone rurale, c'est 3/4 de la population gosérienne. Elle ne peut pas être oubliée et elle doit, effectivement, dans une logique politique, être, comment dire, on sait que le bourg, c'est le centre, mais il faut effectivement développer les quartiers avec ce qu'elles sont. Je ne suis pas... Il faut développer ce qu'elles sont, dans le sens valoriser ce qu'elles sont fondamentalement avec la population. Et ça... Est-ce qu'on arrive à cibler déjà les forces finalement de chaque quartier du gosier? Alors,
On ne pourra, alors on peut cibler les forces. Il existe des choses à valoriser sur le territoire. Et lorsqu'on va à l'extérieur, on voit de petites choses, on en fait une vraie valeur ajoutée. On a des moulins, on a des vestiges, on a aussi des mares. Il y a des choses à valoriser et en faire effectivement une plus-value économique qui reste ancrée dans ce que nous sommes et effectivement projette sur ce territoire-là une plus-value éducationnelle et économique. Et ça, il faut pouvoir le mettre en place avec une collaboration, bien entendu, du privé, parce que généralement, ce sont comme je parle des moulins, qui sont sur des sites privés, mais il y a une vraie collaboration peut-être à avoir avec notre population pour pouvoir mettre en avant, en tout cas valoriser ces vestiges-là. Donc oui, on a de quoi, on a des atouts. Après, bien entendu, il y a les finances qui viennent, mais il faut déjà avoir cette volonté de porter effectivement un projet clair pour pouvoir valoriser nos campagnes. Et tout cela ne pourrait se faire sans la population elle-même. Quel gosier demain? Ça doit se construire dans chaque quartier, pour moi, avec la population, parce que c'est elle qui connaît son quartier. C'est lui qui dit oui, mais là, on est passé par tel chemin, il y avait telle trace, etc. C'est important de structurer effectivement un quartier avec la population, avec ce qu'elle sait, avec son histoire, pour pouvoir effectivement valoriser ces quartiers-là. Donc oui, il y a un déséquilibre, et oui, il s'agira effectivement de travailler à rééquilibrer économiquement les territoires. Parce qu'il faut créer des centres d'intérêt, ça fait défaut. Moi, j'ai un exemple en tête que tout le monde connaît, Saint-Félix-Pin, qui avait un rayonnement international, qui dépassait le cadre de la Guadeloupe même. Je confirme. Et pourquoi on a autant de mal finalement à créer de tels modèles économiques qui rayonnent finalement et qui font du bien aux communes? Alors, le modèle économique, il faut le dire, a été entrepris par un homme, M. Désiré, c'était une ambition personnelle, c'était véritablement un modèle économique posé par un homme, pas par une municipalité. Maintenant, par contre, ce que je peux dire là-dessus, c'est que on aurait peut-être dû tout faire, parce que comme tu le dis, c'était de rayonnement international. Moi, je vais à Basse-Terre ou peu importe, mais on me parle encore du pain de Saint-Félix. Du pain de Saint-Félix. On aurait peut-être dû tout faire, même si je ne maîtrise pas le dossier, parce qu'il ne faut pas non plus être dans de la langue de bois. Je ne maîtrise pas forcément le dossier, mais on aurait peut-être, en tout cas le politique, peut-être aurait dû tout faire pour pouvoir garder, sanctuariser cela. Bon. On ne refait pas l'histoire. Maintenant, il s'agit effectivement de mettre en place un certain nombre de centralités économiques à taille humaine pour pouvoir promouvoir ce type d'action. On a des artisans compétents. On a du savoir-faire compétent. Maintenant, il y a à comment dire, les pousser, ou en tout cas leur donner ce petit coup de pouce-là, et le politique doit le faire, mettre en place des centralités économiques, mettre en place effectivement, j'ai envie de dire, des locaux, et ça de manière globale. On parle de la campagne, qu'on pourrait parler effectivement du bourg, mais mettre en place des moyens permettant effectivement à ces artisans-là, à nos talents de se déployer sur le territoire. Et ça, c'est aussi là le rôle du politique, celui de structurer son territoire, et c'est une plus-value. En tout temps, c'est une plus-value pour le territoire. Donc oui, on aurait dû, je ne connais pas forcément l'histoire, mais on aurait dû garder cela. Mais en tout cas, on doit, en tant que politique, mettre en place effectivement un environnement permettant à nos artisans de se structurer et de grandir sur le territoire, et de faire grandir le territoire parallèlement. Voilà. C'est ça. Moi, je suis d'avis qu'on aurait dû nationaliser cette entreprise. Il ne faudra pas rater le coche. J'avoue, et j'en connais pas deux. J'en connais pas. J'essaie de réfléchir très rapidement, mais non, c'est vite vu. Il est vrai que c'était une institution. Une institution guadeloupéenne et plus loin. Ni moun te ka acheter pain à yo, te ka mettre en valise, te ka partir avec yo. Et ça, c'était... Ouais. Et on est fiers, finalement, quand c'est sur son territoire communal. N'est-ce pas? Donc, N'est-ce pas?
Autant faire pulluler ce genre de projet. Mais après, ça reste au bon vouloir des gosieriens, n'est-ce pas? On est d'accord. On revient sur la gestion municipale, puisque comme vous l'avez dit, vous avez intégré le conseil en 2020. Quand vous avez intégré effectivement le conseil, il y avait encore Cédric Cornet, ancien maire de la ville, dont le spectre, il faut le dire, plane forcément sur la commune et sur ces élections qui arrivent. Quand vous avez entamé cette mandature, est-ce que vous pensiez que ça irait aussi loin, que ça pourrait se passer comme ça s'est passé? Oh là. Le gosier. En tout cas, cette mandature. J'en parle avec un certain, comment dire, la satisfaction d'une responsabilité donnée par la population, mais avec la tristesse de ce que ça a été pour une première mandature. Du jamais vu au gosier, une mandature, 3 maires. Mais le plus triste, il faut le dire, même si j'étais contre la politique de notre ancien maire, le plus compliqué a été, même sur le territoire gosérien, parce que c'est la première fois qu'on connaît cela, le décès de Cédric Cornet a été une stupeur, vraiment une stupeur pour toute mon équipe. Je parle bien de mon équipe politique. Et d'ailleurs, on s'est rassemblés et on s'est dit, mais enfin, qu'est-ce qui a passé, quoi. Voilà, donc... et après cela, alors bien entendu, il y avait déjà des tensions politiques au Gosier. Hein. On a connu quand même de 2020 à 2024 pas mal de choses, des tensions politiques. On ne va pas refaire l'histoire, mais ça a été relativement tendu, même dans la majorité, être à la majorité. Mais Cédric Cornet était un personnage. Voilà. Mais cette partie-là a été quand même, en tout cas à l'issue de son décès, ça a été un déferlement après, il faut le dire. C'est-à-dire qu'il y a eu une alliance finalement contre lui, cette alliance-là est partie... Une alliance contre lui, il y a contre Cédric Cornet. Alors, il est vrai que, alors bon, je vais juste reprendre, Cédric Cornet a été élu avec une majorité de travail. Et cette majorité de travail s'est disloquée pratiquement 1 an après. En tout cas, je reprends les mots de ces colistiers, c'est que ce qui avait été promis n'est pas ce qui était mis en place. Donc, il y a eu une dislocation, donc un certain nombre d'élus de la majorité est passé, un certain nombre est passé effectivement à l'opposition. Il y a eu cette question aussi le mandat sans indemnité, c'est-à-dire ça a été aussi une institution, j'ai envie de dire, par rapport aux problématiques qui ont été posées en 2021 et qui a déstabilisé la majorité en place. C'est-à-dire qu'il avait proposé la non-rémunération finalement du conseil municipal. Exactement. Mais comme ça a créé un déséquilibre finalement. Exactement, puisque lui, il avait sa rémunération au niveau, en tant que président de la CARL. Et ceux qui étaient au niveau de la municipalité n'avaient rien. Donc il y a eu effectivement un premier constat et un premier, j'ai envie de dire, une première confrontation au sein de la majorité par rapport à cela, une deuxième confrontation par rapport à ce qu'il avait promis et ce qu'il faisait en réalité. Mais ça, c'est véritablement, j'ai envie de dire, c'est quelque chose qu'on subit forcément en tant qu'élu de la municipalité, mais c'est quelque chose qui était interne, bien entendu, à la majorité, mais que, qu'on le veuille ou pas, reflétait sur toute la population gosérienne. Ensuite, il s'est passé, je l'ai dit, le décès du maire Cornet. Et là, un certain nombre de personnes qui étaient déjà dans l'opposition, il faut le dire, qui étaient dans sa majorité, en désaccord avec d'autres qui étaient dans cette même majorité. Bon, il s'est passé un clash qui restera peut-être malheureusement historique au Gosier. Et donc, il s'est créé au sein de cette, j'ai envie de dire, de ce conseil municipal, une majorité de travail dans laquelle, il faut le dire, j'ai accepté. Et je prends mes responsabilités quand il faut faire des choses, il faut le faire. Parce que, à la fois,
Je considère que le gosier doit être dirigé par un gosérien. Moi, je suis claire avec cela. Le gosier doit être dirigé par un gosérien. Et ensuite, il y avait quelques voix troubles ou quelques personnages troubles qui revenaient dans le jeu politique au gosier. Et je considérais qu'il fallait faire le choix qui n'était pas simple pour moi. Je le dis fondamentalement parce que j'ai beaucoup réfléchi. Au tout début, j'ai refusé. Et quand j'ai eu l'information très claire qu'il y avait des personnages troubles qui revenaient avec quelqu'un qui n'était pas du gosier, j'ai fait le choix effectivement du gosier. J'ai fait le choix du gosier et j'ai fait le choix d'une cohabitation avec quelqu'un qui était effectivement à la base dans l'équipe Corne. Pour moi, c'était pour calmer les choses, mais surtout éviter qu'il y ait un sacrifice, j'ai envie de dire, de l'héritage du gosier. Et on va peut-être en parler tout à l'heure, mais c'est véritablement ça. Et ce qui se passe aujourd'hui me donne raison. Ce qui se passe aujourd'hui au gosier me donne raison. Lorsqu'on est en politique, on est responsable. Il y a des choix à prendre. Des choix peut-être certaines fois difficiles, mais en responsabilité, on doit prendre une direction. Et la direction que j'ai prise, je l'ai prise en toute conscience de ce que je voulais pour le gosier. Non pas pour la personne, mais véritablement pour le gosier. Vous savez que ça aurait pu être dommageable pour vous, politiquement. Mais je le dis, hein, certainement. Mais si on pense à soi-même en politique, on ne fait pas de la politique. Je ne suis pas, et j'aime à le dire, je ne peux pas voir un danger pour ma population, pour ma ville, et considérer, allez, faites. Et j'arriverai comme un chevalier servant en 2026 en disant, bon, ben, je peux vous sauver de tout cela. Si, à un moment donné, on peut arrêter l'hémorragie, on l'arrête. Et j'ai fait le choix d'arrêter cette hémorragie-là en 2024. Oui, ça aurait pu être parce que, forcément, il y a un regard toujours de cette période-là dans ma ligne politique. Mais cette ligne politique-là, je la respecte dans le choix que j'ai fait. Parce que le choix que j'ai fait, je l'ai fait pour le gosier. Et je ne me considère pas comme un chevalier servant. Je ne me dis pas, bon, ben écoutez, massacrez-vous entre vous et puis finalement, je reviens. Faites en sorte que le gosier se décline. Mais ce n'est pas grave, je reviens en 2026 et je vais tout arranger. Ce n'est pas une politique que je soutiens. Si on peut arrêter l'hémorragie, on l'arrête. Et moi, j'ai fait le choix de l'arrêter. Et j'ai fait le choix d'une cohabitation. Est-ce que c'est ce choix-là qui fait qu'aujourd'hui, vous vous présentez en votre nom et en votre nom seul? Puisque vous auriez pu finalement rejoindre d'autres candidats, comme Madame Montout, par exemple. Je pense que vous n'aviez pas forcément de grosses divergences avec Madame Montout. Après, on pourra en parler. On pourra en discuter. Mais pourquoi ça n'a pas été mis sur la table des alliances éventuelles? Alors, comme j'ai eu à le dire tout à l'heure, je prends la responsabilité d'une action de cœur, celle d'une majorité de travail pour le gosier. Maintenant, j'ai été aux élections en 2020. Et je l'ai dit j'ai une ligne politique très claire. Lorsqu'il y a eu cette majorité de travail, c'est une majorité de travail par rapport aux circonstances de la situation. Je n'ai pas été aux élections face à la population avec le maire en place. Et donc, il n'y avait pas une logique de vision commune, ni une logique d'objectif commun. Il fallait effectivement faire une majorité de travail pour régler l'usage, enfin, comment dire, traiter les sujets jusqu'aux prochaines élections, j'ai envie de dire. Je veux aller vers la population en disant, voilà, ce que j'ai fait pendant 4 ans à l'opposition, pendant 5 ans à l'opposition, et voilà ce que j'ai eu à faire pendant 1 an dans la majorité. Voilà. Je ne souhaite pas prendre la responsabilité de plus que ça. Alors, vous qui avez justement une vue sur les finances communales, ah oui, puisque ça va être le gros nœud du problème à un moment donné. Donc, hélas. Donc, dans quel état, finalement, se trouve la municipalité quand vous l'intégrez en 2020 et pour cette fin de mandature? Eh oui. On peut avoir une photo. Alors, je vous dirais même plus. Alors, en 2020, on s'est tous dit qu'il fallait faire un audit à tous les candidats. De toute façon, lorsqu'on rentre en responsabilité, la première question qui se joue, c'est celle de l'audit. Donc oui, l'ancien maire a fait un audit et
la réalité financière de la collectivité était saine, même très saine. Et Cornet a porté, effectivement, il faut le dire, même si à certains moments on pouvait avoir des doutes, moi à l'opposition, en 2024, lorsque je rentre en cohabitation, puisque on a imposé, je le dis, un audit, parce que comme j'ai eu à le dire encore tout à l'heure, je ne prends la responsabilité de ce que je fais. Donc on a imposé un audit pour comprendre la situation financière. Et la situation financière était saine. Jusqu'en 2025, avec les chiffres de 2024, le Gosier avait une situation très saine, avec, il dégageait, j'ai envie de dire, même de l'épargne. On a d'environ 4,5 millions d'épargne, avec un taux d'endettement de moins de 8 ans, c'est exceptionnel pour une ville comme le Gosier d'ailleurs, de moins de 8 ans. Et en fait, ça c'est la capacité de désendettement. Et depuis le budget supplémentaire de 2026, je le dis, de 2025, pardon, je le dis fondamentalement, nous ne savons pas comment nous allons retrouver le budget de la collectivité municipale. Et, lors du dernier conseil municipal, une question a été posée très clairement. Hein. Je parle du conseil municipal adoptant le budget supplémentaire en 2026. Et la question a été posée au directeur financier très clairement, quelle est la capacité de désendettement après coup, après vote du budget de la collectivité? Nous passions de moins de 8 ans à 44 ans. Donc voilà la situation. Mais concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Puisque vous dites que finalement, Cédric Cornet aurait bien géré de 2020 à 2024, en favorisant notamment l'épargne. Mais qu'est-ce qui se passe sur l'espace-temps 2025-2026? Un budget supplémentaire. Il n'y a pas eu de continuité Ah non, pas du tout. On a fait tout le contraire de ce que Cédric Cornet a fait. Tout le contraire. Parce que les 4,5 millions dont je parle là, c'est d'ailleurs depuis 2020 que ça a été engrangé. D'accord? Et là, on a fait tout à fait le contraire. Ces 4,5 millions sont passés pour 95% dans du fonctionnement. Un bon gestionnaire, alors c'est comme chez soi, hein, c'est comme chez soi. Lorsqu'on fait de l'épargne, un livret A, enfin peu importe, on fait de l'épargne, j'aime prendre cet exemple-là. Si toi, au cas coulé, si on a un problème à travaux à Casa, au PKF fait croisière et l'argent là, on va commencer par réparer 3 à Casa. Lorsqu'on a autant de routes, parce qu'on parlait du cadre de vie de la population, lorsqu'on a autant de routes défectueuses, lorsqu'on a de l'éclairage public non optimum, lorsqu'on a une problématique de déchets, etc., le cadre de vie de la population n'est pas respecté, on ne peut pas être dans une logique de dépenses à outrance, mais sur des choses qui ne sont pas structurantes et structurelles. Et c'est exactement ça. Nous, qu'a fait danser, enfin, voilà, fête, sauf qu'après avoir dansé, à un moment donné, on va se remettre face à la réalité, et la réalité sera compliquée. Donc, il faut des gens, je le dis, hein, de rigueur, qui savent comment, fondamentalement, sans avoir à imputer la population, parce que nous avons eu en 2020 quand même 1180% d'augmentation d'impôts, la taxe foncière. Et on le sait, ça avait fait beaucoup de bruit à ce moment-là. Il est impossible. Aujourd'hui, en tout cas, c'est tout ce que je m'attellerai à faire, dans une situation de vie chère qu'on connaît, d'augmenter encore la taxe foncière, enfin en tout cas les différentes taxes. Mais il y a un vrai risque que ces taxes-là, enfin, que les impôts des Gosériens augmentent. Un vrai risque par rapport à la gestion actuelle de la municipalité. J'aimerais votre analyse sur la gestion de l'eau ici en Guadeloupe, parce que le Gosier fait partie de la Riviera qui est finalement la façade maritime et touristique de la Guadeloupe. Sans eau, pas d'activité hôtelière réussie, pas d'activité commerciale réussie. Donc il y a un gros impact. Et paradoxalement, bon, le SMGAG qui est implanté quand même un petit peu au Gosier, hein, et qui a, bon, avec déjà le CIAG et consort, mais votre vision sur la gestion de l'eau en Guadeloupe. Voilà. Est-ce qu'on ne veut pas y arriver? On ne veut pas faire le nécessaire? Qu'est-ce qui se passe? Alors, bon, bien entendu, c'est une vision catastrophique. Hein, ça, personne ne pourrait le nier. Maintenant, il faut que chacun se mette face à ses responsabilités.
Et je suis tout à fait en accord pour dire que nos responsables, nos élus, effectivement, n'ont pas été responsables face à cette situation-là. Par contre, il faut qu'on soit clair, la problématique n'arrive pas avec la compétence qui a été donnée aux élus dans les années 80-90, me semble-t-il. C'était de la compétence d'État. C'était une compétence d'État. Et lorsque l'État a versé la compétence au niveau des collectivités communales en ce temps-là, ils n'ont rien fait pour demander à la Générale des Eaux de respecter effectivement le contrat. Le contrat qui était de refaire toutes les canalisations parce que nous payons, au travers nos factures, nous payons la question des travaux. Sauf que pendant 40 ans, rien n'a été fait. Rien n'a été fait. Et lorsque certains élus ont dit non, on ne va pas payer la Générale des Eaux en partant, l'État a mis ce qu'on appelle un mandatement d'office sur les collectivités municipales pour payer la Générale des Eaux. La problématique commence par l'État. Ensuite, bien entendu, il y a la responsabilité de nos élus. Ça, je n'en disconviens pas. D'accord ? Aujourd'hui, on entend 200 ans pour refaire des canalisations. Moi, je crois fondamentalement, puisqu'on dit que c'est 1 milliard. Il y a eu 1 milliard et plus pour pouvoir nettoyer la Seine pour 2 jours. S'il y avait véritablement une volonté de le faire, on le ferait. Donc, comme nous sommes des Français à part entière, à un moment donné, il faut qu'on prenne nos responsabilités. Aller chercher, bien entendu, les finances là où elles sont. Mais entre-temps, en tant que collectivité municipale, nous devons mettre en place des alternatives pour notre population. Moi, il est, j'ai envie de dire, impensable pour moi, et même en responsabilité pendant 1 an, lorsqu'il y avait des manques d'eau, on devait effectivement mettre des sessions en place pour que notre population puisse récupérer des packs d'eau, etc. Moi, je trouve ça mais indigne, je le dis, hein, que nous puissions, en 2026, 2025, 2026, être dans une logique où notre population, nous allons chercher des packs d'eau sous le soleil, sous la pluie, etc. Je trouve ça incompréhensible. Et en responsabilité, même si ce n'est pas de la compétence de la collectivité municipale, la question de l'eau, mais pour ce qui est de la dignité, effectivement, de notre population, nous devons investir sur cette question-là. Et trouver une alternative, c'est investir, effectivement, à ce que la population regagne en dignité et leur permettre financièrement de mettre en place ce qu'on appelle l'installation de citernes en eau de pluie raccordées à leur habitation. Une solution alternative pérenne, écologique et économique. Parce qu'on ne pourra pas attendre 200 ans. Parce qu'on ne pourra pas attendre 200 ans. Et parce qu'on considère qu'à un moment donné, il faut arrêter la connerie. Enfin, je le dis. Et c'est une logique qu'on doit étendre à la fois, bien entendu, sur les habitations, sur les ménages les plus touchés. Je pense à Loisel, je pense à Périnette, je pense à Moreau, je pense à Beaumanoir. Alors, je pense à la Riviera avant-hier, mais et il y en a d'autres. Le plus dur, c'est que notre population, et je n'ai pas dit Margaillard, le plus dur, c'est que la population s'accommode de la situation. S'il y a un mot que je déteste, c'est le mot résilient. On se résilie à une situation qui est incompréhensible. Et donc, personnellement, oui, c'est chiffré, mais on va investir forcément sur notre population, sur nos ménages et surtout sur la dignité, la santé de notre population. C'est une question importante et c'est une question primordiale. Et vous pensez que le 73 ou le 74, ça peut changer quelque chose concrètement? Parce qu'on est en plein dans le débat. 74. Alors, est-ce que ça peut changer quelque chose dans le débat? Sur la question de l'eau, peut-être pas. Sur la question plus globale de la responsabilité, vous l'aurez compris. Moi, si en 2022, je me suis présentée sur une liste sur la question pays et territoire d'outre-mer, sur une volonté d'être dans une logique autonomiste, avec Alain Plaisir, c'est parce que je crois fondamentalement à ce que nous puissions, nous, par nous-mêmes, projeter un vrai modèle économique. Je le dis et je prends l'exemple de Bouillante. Lorsqu'on voit des économies comme cela,
qui sont des ressources fortes de notre territoire et qui sont gérées par les États-Unis, par Israël et par une décision qui vient de là-bas, je dis non, on a un vrai problème. On a un vrai problème. Cette ressource-là aurait pu, en termes de richesse, ramener à notre population, régler pas mal de problématiques, et notamment la question de l'eau. Donc, oui, c'est important. Et je le dis, moi, la question de la collectivité unique n'a pas réglé de problème en Martinique ni en Guyane. D'accord ? Maintenant, je crois qu'on doit passer à une logique beaucoup plus responsable, celle de l'autonomie, je parle bien d'autonomie, et faire en sorte que, oui, gérer pour nous, mais la question de la responsabilité ne doit pas nous faire peur. Gérer pour nous et par nous-mêmes, faire en sorte effectivement que nos richesses puissent revenir à notre population, ça c'est quelque chose d'important. Donc les phrases un peu comme « vous finirez comme Haïti », ça ne vous atteint pas? Ben, c'est de la bêtise. C'est de la bêtise. Et malheureusement, c'est ce que les médias veulent nous laisser voir. Il ne faut pas oublier quelle est la réalité de la situation d'Haïti. C'est-à-dire, on sait très bien ce que font les États-Unis et même la France dans ces pays-là. C'est la même logique aujourd'hui Venezuela. Quand Venezuela est dans cette situation-là, c'est parce qu'il y a eu effectivement une pression des Occidentaux de manière générale sur ces pays-là pour empêcher leur développement. Donc Haïti est ce qu'elle est, à la fois par rapport à la colonisation française, mais aussi par la pression américaine et par rapport aux richesses qu'elle a autour d'elle. Et regardez, ça ne se fait que dans les pays où il y a la matrice africaine. À cette population de Gosier, effectivement, que j'admire, je le dis, j'aimerais tout simplement que ce que nous étions avant 2020, ce que nous étions, en tout cas, la ville phare que nous étions, cette troisième ville respectée que nous étions, revienne. Cette fierté gosiérienne que nous avions, effectivement, de se dire gosiérien chaque fois qu'on passait, ou quel que soit là où on était en Guadeloupe, qu'on puisse regagner effectivement de cette fierté-là, et qu'on puisse, avec le choix qu'on fera très très rapidement, on parle du mois prochain, en mars prochain, qu'on puisse dire que le gosier renaît. Je parle de la question du renouveau, la question de la renaissance, et surtout la question de la fierté. Vous ne pensez pas que cette élection peut retourner en chirage, comme on dit? Alors, j'ai beaucoup dit pendant toute cette mandature-là que le gosier a touché le fond, mais à chaque fois on grattait un petit peu plus. Bon. Je veux croire aujourd'hui que la population est consciente qu'on ne peut pas retourner dans cette logique-là. On ne peut pas redonner au monde, c'est même pas au gosier, au monde, l'image qui a été donnée ces 6 dernières années. Nous devons avoir en responsabilité quelqu'un de compétent, quelqu'un qui a une vision claire et quelqu'un qui veut effectivement porter le gosier avec une certaine fierté retrouvée.